Le 22 juin 2025, il est 2h30 du matin à Téhéran. 7 B-2 ont largué 14 bombes anti-bunker sur la forteresse montagneuse de Fordo. Pendant ce temps, l'arsenal nucléaire de Kim Jong-un reste intact en Corée du Nord, protégé non pas par du béton et de l'acier, mais par une stratégie que l'Iran n'a jamais pleinement adoptée. Les parallèles sont frappants. L'Iran a stoppé l'enrichissement en 2003 pour la diplomatie, alors que la Corée du Nord a continué malgré la pression internationale. 2 pays, même objectif, un seul a franchi la ligne d'arrivée nucléaire. Qu'est-ce que cela nous dit sur les 20 prochaines années de prolifération nucléaire ? Laissez-moi vous expliquer comment des choix faits il y a des décennies garantissent qu'il y aura plus de pays dotés d'armes nucléaires dans un avenir proche. En 1968, l'Iran a signé le traité sur la non-prolifération nucléaire, promettant de ne jamais construire la bombe. Après la révolution de 1979, Téhéran a discrètement commencé l'enrichissement de l'uranium, tout en maintenant ses engagements au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La Corée du Nord n'a rien promis de tel. Dès 1986, les réacteurs construits par les soviétiques à Yeongbyon produisaient déjà du plutonium, posant ainsi les bases vantées pour la fabrication d'armes. En 2003, la Corée du Nord s'est entièrement retirée du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, annonçant au monde qu'elle construirait des armes nucléaires quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, l'Iran faisait face à des pressions croissantes après les révélations sur son installation secrète de Natanz et a fait le choix inverse, suspendre l'enrichissement et négocier. La décision de l'Iran a exposé son programme à une pression extérieure constante. Chaque négociation permettait aux opposants de recueillir des informations, d'imposer des restrictions et de préparer des sabotages. Le retrait de la Corée du Nord a supprimé toute surveillance. Pendant que l'Iran débattait avec les diplomates, la Corée du Nord construisait des centrifugeuses. L'écart de vulnérabilité est un gouffre. En 2010, le virus Stuxnet a détruit 1 millier de centrifugeuses à Natanz lors d'une cyberattaque, rendue possible car les installations iraniennes étaient reconnues et surveillées par des services de renseignement étrangers. Aucune de ces attaques n'a visé les sites nucléaires nord-coréens. Yongbyon a fonctionné sans être dérangé, protégé non pas par une meilleure sécurité, mais par une opacité stratégique. L'Iran a misé sur la diplomatie avec l'accord nucléaire de 2015, le Joint Comprehensive Plan of Action. Je crois que c'est un moment historique. Nous parvenons à un accord qui n'est parfait pour personne, mais c'est ce que nous avons pu accomplir et c'est une réalisation importante pour nous tous. L'accord a apporté un allègement des sanctions, mais aussi une surveillance accrue. Des inspecteurs ont examiné les sites iraniens, alors que ceux de la Corée du Nord sont restés opaques. Téhéran a troqué ses progrès nucléaires contre un répit économique. En 2017, Kim Jong-un a déclaré que la dissuasion nucléaire de la Corée du Nord était achevée. Après le retrait de Donald Trump du Joint Comprehensive Plan of Action en 2018, le programme iranien est resté limité par les accords internationaux qu'il voulait préserver. Lorsque la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël a éclaté en juin 2025, Netanyahou a bombardé les installations nucléaires iraniennes. Plus de 200 avions israéliens ont largué 330 munitions sur des sites iraniens. L'Iran a riposté avec 550 missiles balistiques et 1000 drones, mais les dégâts étaient déjà faits. Lorsque Donald Trump s'est joint à l'attaque avec 14 bombes anti-bunker visant Fordo, Natanz et Ispahan, l'infrastructure nucléaire de l'Iran était en ruine. La Corée du Nord a observé, arsenal intact. La différence n'était pas dans la technologie ou les ressources. C'était stratégique. Une nation a accepté l'isolement pour obtenir un atout décisif. L'autre a voulu la légitimité et la bombe, mais s'est retrouvé sans aucune des deux. Il y a beaucoup de zones grises en géopolitique, mais lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires, il existe une vérité incontestable. Il n'y a pas de juste milieu. Le programme nucléaire de l'Iran a été détruit. Les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire iraniennes ont été totalement détruites. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. Maintenant, certaines personnes prétendent que cela n'a été retardé que de quelques mois. C'est tout simplement objectivement impossible. Ceux qui s'y accrochent y souffrent simplement d'un syndrome d'aliénation envers Trump.
Cependant, vous êtes également dérangé si vous pensez que cette campagne de bombardement de 10 jours est la fin de l'histoire. En juin 1980, 8 F-16 israéliens ont détruit en 11 minutes le réacteur nucléaire d'Ozirak dans le désert irakien. La mission a été saluée comme un chef-d'œuvre, chirurgical, décisive, complète. Les renseignements israéliens indiquent que le programme nucléaire irakien a été définitivement retardé et que le réacteur était détruit. La menace immédiate a été neutralisée, mais Ozirak n'était que le début. Ce qui ressemblait à une victoire et c'est devenu le premier domino d'une cascade de 20 ans menant à une invasion à grande échelle. Le schéma était séduisant dans sa simplicité. Identifier la menace, frapper la cible, déclarer le succès. Chaque fois le problème de fond demeurait. Tempête du désert, 1991. En 6 semaines, la coalition a détruit l'armée irakienne en frappant ses armes présumées et ses forces. Les renseignements montraient que l'armement conventionnel de l'Irak était paralysé. Le président Herbert Walker Bush a affirmé que les objectifs de la guerre étaient atteints. Le secrétaire à la défense Dick Cheney a déclaré que la menace militaire irakienne était totalement éliminée. Mission accomplie. La machine de guerre de Saddam était brisée. En 1998, après l'expulsion des inspecteurs de l'Organisation des Nations Unies par l'Irak, Renard du désert a mené 4 jours de frappe sur des sites d'armes présumées. Le président Clinton a déclaré que l'opération avait réduit les armes de destruction massive de Saddam. Mission accomplie, ou du moins il semblait. Si Tempête du désert avait complètement éliminé la menace militaire de l'Irak, pourquoi Renard du désert était-il nécessaire 7 ans plus tard ? Si Renard du désert avait considérablement réduit les capacités d'armement, pourquoi les agences de renseignement mettaient-elles encore en garde contre les programmes irakiens en 2002 ? Dire que les frappes avaient échoué n'était pas une option. Trop de capital politique avait été investi dans la revendication du succès. À la place, le récit est devenu que l'Irak était exceptionnellement persistant, exceptionnellement dangereux, nécessitant des mesures plus fortes de façon unique. En 2003, les décideurs ont vu dans ces 20 années un schéma de défiance irakienne appelant des réponses toujours plus fortes. La future administration Bush ne pouvait admettre que les victoires passées avaient déjà résolu le problème, car cela aurait affaibli les arguments pour l'invasion. Tout cela a abouti à l'invasion de 2003 menée par l'administration Bush. La Corée du Nord a observé cette évolution et en a tiré ses propres conclusions. Des frappes limitées en appellent de plus importantes. Des programmes partiels invitent à une destruction totale. Des déclarations de victoire prématurées créent une pression pour une escalade ultérieure. La seule protection est de voir la bombe achevée et la volonté démontrée de l'utiliser. Les dirigeants iraniens ont étudié la même histoire, mais en juin 2025, alors que des B-2 approchaient de Fordo, ils ont compris que connaître une leçon et l'appliquer sont 2 choses très différentes. Maintenant, certains se demandent si le régime peut survivre. Mais ces bombes anti-bunker qui ont détruit Fordo n'ont pas touché la véritable source du pouvoir du régime iranien. Un système théocratique conçu pour survivre précisément à ce type d'attaque. Tandis que les analystes occidentaux débattent du délai infligé au programme nucléaire iranien, ils négligent la question essentielle. Pourquoi cela importe-t-il, alors que le régime qui ordonne le fonctionnement de ces centrifugeuses n'est pas près de disparaître ? La République islamique d'Iran n'est pas un État autoritaire typique, vulnérable aux frappes de décapitation ou à un soulèvement populaire. C'est une théocratie institutionnelle dont les racines sont bien plus profondes que l'ayatollah Khomeini ou n'importe quel dirigeant. L'Iran compte plus de 100 000 religieux répartis à travers le pays, des mosquées de village jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Ce ne sont pas des responsables politiques remplaçables du jour au lendemain. Ce sont des autorités religieuses dont la légitimité découle de décennies d'éducation islamique et de liens communautaires. L'infrastructure cléricale offre une redondance absente de la plupart des régimes autoritaires. Retirer Khomeini demain et l'Assemblée des experts, elle-même composée de hauts dignitaires religieux, choisirait un remplaçant issu du même cadre théologique. Le système est conçu pour être à l'épreuve du dirigeant, et non dépendant du dirigeant. La résilience historique du pays est encore plus profonde. L'État perse a survécu à la conquête d'Alexandre, à l'invasion arabe, à la dévastation mongole et à l'ingérence russe.
L'Iran moderne a enduré 8 années de guerre brutale avec l'Irak qui ont coûté la vie à un demi-million de personnes, a fait face à une isolation internationale totale et a subi des décennies de sanctions. Pourtant, l'État a tenu bon. Le régime actuel essaie peut-être révolutionnaire, mais il dirige une civilisation forte de 2500 ans d'adaptation à la pression extérieure. Et les troupes des gardiens de la révolution islamique contrôlent environ 60% de l'économie iranienne à travers des sociétés écrans et une propriété directe. Avec 190 000 membres actifs, les gardiens de la révolution opèrent à la fois comme force militaire et conglomérat commercial, créant des intérêts matériels qui dépassent l'idéologie. Même si l'autorité cléricale s'affaiblit. Ce complexe militaro-industriel a ses propres raisons de préserver le système actuel. Sous les gardiens de la Révolution, la milice Basij compte 600 000 à 1 million de volontaires à temps partiel actifs dans les quartiers, universités et lieux de travail en Iran. Ce sont des citoyens ordinaires dont les moyens de subsistance dépendent de la stabilité du régime. Et comme ils sont les yeux et les oreilles de chaque communauté, il est extrêmement difficile d'organiser une opposition. La sécurité intérieure a prouvé son efficacité lors du mouvement vert de 2009 et des manifestations contre la hausse du carburant en 2019. Les deux soulèvements ont rassemblé des centaines de milliers de personnes, mais le régime a gardé le contrôle par une répression ciblée et des concessions stratégiques. Et la plus grande assurance du régime pourrait bien être son impopularité. Les dirigeants iraniens savent qu'ils manquent d'un large soutien populaire, ce qui les rend extrêmement prudents quant au maintien du contrôle interne. Ils ont investi dans la surveillance, développé des réseaux clientélistes et créé des incitations économiques à coopérer. Le résultat est un système optimisé pour la survie, pas pour la popularité. Quand les bombes israéliennes et américaines ont détruit les sites nucléaires iraniens, elles ont supprimé des infrastructures réparables. Mais ils n'ont pas touché aux mollahs qui ont ordonné sa construction, aux officiers des gardiens de la Révolution qui l'ont protégé, ni aux volontaires du Basij qui garderaient tout ce qui la remplacerait. Alors que les dirigeants iraniens observent les décombres à Fordo, ils ne songent pas à la reddition. Ils préparent la reconstruction. La même machine institutionnelle qui a survécu à la Révolution, à la guerre et aux sanctions va maintenant s'adapter pour reconstruire ce qui a été détruit. Et ici, l'exemple de la Corée du Nord devient plus pertinent que jamais. L'isolement de la Corée du Nord est devenu son bouclier nucléaire. Le commerce annuel total du royaume ermite, peut-être 3 milliards lors d'une bonne année, était inférieur à ce que l'Iran perdait en un seul mois de sanctions. On ne peut pas faire pression sur une économie qui existe à peine. L'Iran a dépensé des milliards pour enterrer Fordo à 90 mètres sous terre, croyant que le béton et l'acier pouvaient un an protéger ses centrifugeuses. Pendant ce temps, le complexe de Yongbyon en Corée du Nord est principalement en surface, entouré de clôtures et de postes de garde. L'installation d'enrichissement de Kangson fonctionne à seulement 5 km de Pyongyang, si près qu'une attaque risquerait de provoquer d'énormes pertes civiles. La géographie a amplifié ses choix. La Chine s'est opposée au programme nucléaire nord-coréen tout en le soutenant discrètement. L'assistance technique chinoise a aidé Pyongyang à acquérir des composants spécialisés malgré les sanctions. Le message constant de Pékin affirmant qu'il ne tolérerait pas l'effondrement du régime a offert un parapluie de sécurité jamais accordé à l'Iran. Et ni la Chine ni la Russie ne sont venus en aide à l'Iran lors de son moment de crise. Ces frappes n'ont pas seulement montré la capacité militaire américaine. Elles ont montré que, dans un monde multipolaire, même les alliés proches ne peuvent compter sur la protection d'une superpuissance. Tous les ministres de la Défense ayant vu ces images ont tiré la même conclusion. À Riyad, l'avertissement lancé en 2018 par le prince héritier Mohammed Ben Salman, selon lequel l'Arabie saoudite obtiendrait une arme nucléaire dès que possible, passe du statut de menace à celui d'échéancier. À Tokyo, les responsables qui ont stocké 47 tonnes de plutonium reconsidèrent leur capacité nucléaire de 6 mois. Même les alliés les plus proches de l'Amérique ont vu l'Iran être bombardé malgré son appartenance au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et ont tiré leurs propres conclusions sur la valeur des traités. Les frappes se sont propagées dans les capitales étrangères comme une démolition contrôlée de l'ancien ordre nucléaire. Le Brésil maîtrise l'enrichissement de l'uranium. La Turquie vise le nucléaire. La Pologne voit l'Allemagne se réarmer alors qu'elle subit la pression russe. Chaque pays fait maintenant le même calcul.
compter sur des protecteurs lointains ou construire la meilleure police d'assurance possible. Les frappes contre l'Iran visèrent à stopper la prolifération. Au lieu de cela, elles ont révélé les nouvelles règles d'un monde multipolaire où seuls les arsenaux achevés suscitent un véritable respect. L'Iran a opté pour la diplomatie et a été bombardé. La Corée du Nord a choisi l'isolement et demeure intouchable. Alors que la fumée se dissipe, c'est la stratégie de la Corée du Nord qui paraît prophétique.